prochaine intervention donc, sur les technologies habilitantes. Donc, les qubits, c'est bien, mais il faut mettre en œuvre, vous l'avez compris, un certain nombre de technologies autour de ça pour faire fonctionner un ordinateur quantique. Donc, c'est Thierry Chanelière qui va accueillir 3 industriels pour qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quantique, c'est déjà du chiffre d'affaires, c'est déjà du business. Donc Thierry, je vais quand même te présenter brièvement. Donc tu travailles à l'Institut Néel sur le sujet des mémoires quantiques, justement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais... Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, tu es dans ton rôle, j'allais dire, d'interface académie-industrie sur ce sujet du quantique. Et donc, je te laisse introduire tes invités. Merci bien, Hervé, pour la présentation, puis pour l'organisation du jour. Donc, on a réuni cette table ronde sur les techno habilitantes. Je vais rien dire de particulier en intro. Je vais laisser les 3 intervenants se présenter à tour de rôle. Alors, le choix qu'on a fait, c'est de faire circuler la parole. Donc, ne soyez pas perdus. Les interlocuteurs là vont se présenter, dire un peu d'où ils viennent. Ensuite, ils vont parler de leur entreprise. Donc ça, vous le verrez. Ensuite, ils expliqueront le lien qu'ils ont avec les techno-quantiques. Et ils concluront aussi un peu ils vont donner un peu la vision qu'ils ont des techno-quantiques pour leur entreprise. Donc, je vais laisser se présenter. Je vais faire la transition des slides. Voilà, donc Guillaume, si tu veux bien commencer. Bonjour, donc je suis Guillaume de Sachet, directeur général de Cryoconcept, qui est une filiale d'Air Liquide depuis maintenant un peu plus d'1 an, et qui est donc une entreprise spécialisée dans la fabrication des réfrigérateurs à dilution, dont vous voyez un exemple là. Et ces réfrigérateurs à dilution, on en entend beaucoup parler dans le quantique, parce qu'un certain nombre d'ordinateurs quantiques ont besoin d'être refroidis à des très basses températures. Olivier en parlait tout à l'heure, on est aux alentours de 10 à 20 millikelvin dans la plupart des cas, donc très proche du zéro absolu. Voilà. Et puis moi, je suis arrivé dans le domaine en fait un petit peu par hasard. J'ai découvert l'informatique quantique en 2016 à l'occasion d'un cours de physique quantique. Et puis j'ai laissé tomber le sujet. Et 2 ans plus tard, on m'a posé la question chez Air Liquide. En fait, qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique? Qu'est-ce qu'Air Liquide peut faire avec? Comment on doit se positionner par rapport à ça? Et donc, j'ai travaillé avec un collègue, Luc Gaffet, sur ce qui est devenu en fait le projet d'acquisition de Cryoconcept, où on a vu que Air Liquide pouvait se positionner sur le sujet de l'informatique quantique pour apporter ses compétences en cryogénie, notamment pour permettre la scalabilité de la cryogénie pour répondre aux problématiques de l'ordinateur quantique. Merci Thierry pour l'introduction. Donc, je suis Laurent Petit, je suis chef de projet recherche et technologie, expert hyperfréquence chez Radial. Donc Radial, que je vais présenter juste après, qui est une société qui apporte des technologies habilitantes dans le domaine de l'interconnectivité. Et donc Radial a commencé à développer des solutions pour ces nouvelles applications, pour ces nouvelles machines, il y a 4-5 ans. Et moi-même, j'ai été impliqué dans ce domaine il y a 2-3 ans. En apportant des solutions pour trouver des moyens plus efficaces pour contrôler, mesurer ces qubits. Et donc, Julien Cochard, donc, je suis ingénieur d'application à Téline 2V basé à Saint-Égrève. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de la physique quantique, c'était en école d'ingé. Et la deuxième fois, c'était autour d'une bière avec un ami qui travaillait dans une thèse à l'Institut Néel. Et on a parlé un peu micro-ondes. Et donc, ça a commencé à cheminer. Et puis, la troisième fois, c'était quand on a vu passer les commandes sur les convertisseurs rapides, liés à l'application ordinateur quantique. Et là, c'est là qu'on a commencé à initier un peu toutes les collaborations avec Radial, ensuite les discussions avec Neil. Voilà. Merci à tous les 3. Donc, on va continuer sur les entreprises. Oui, on sous-estime un peu le pouvoir de la bière. Je crois qu'on est quelques-uns à en être convaincus. Vas-y Guillaume, je te laisse prendre la suite. Oui, très bien. Donc pour présenter rapidement Cryoconcept, c'est une entreprise française qui est émanée au début des années 2000
en tant que spin-off du CEA, et donc qui est spécialisé dans ce qu'on appelle la réfrigération par dilution. Alors, historiquement, on fabriquait ce qu'on appelle des réfrigérateurs à dilution dits wet, c'est-à-dire qui fonctionnaient dans l'hélium liquide. Et peu à peu, ces réfrigérateurs à dilution qui n'étaient pas très pratiques ont été remplacés par ce qu'on appelle des dilutions sèches, qui sont essentiellement celles qu'on voit apparaître sur le marché aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, CryoConcept continue de fabriquer les deux. Et on pense que cette double compétence va être assez intéressante, notamment par rapport aux idées qu'on a pour la suite, que je vous présenterai tout à l'heure. Un réfrigérateur à dilution, en fait, ça utilise deux molécules très particulières, que sont l'hélium 3 et l'hélium 4. Alors l'hélium 4, vous le connaissez tous, c'est l'hélium qu'on vend et qui sert notamment pour les IRM. L'hélium 3, c'est un isotope beaucoup plus rare qu'on trouve notamment dans la décomposition des têtes nucléaires. Voilà. Et en fait, c'est le mélange entre ces deux molécules qui va permettre d'atteindre des très basses températures, extrêmement proches du zéro absolu. Parce que quand on parle de 10 millikelvin, donc c'est qu'on est à 0,01 degré au-dessus du zéro absolu, soit donc moins 273,14 degrés. Alors, ce genre de système, donc, ça sert pour la recherche fondamentale. Il y a beaucoup d'applications dans la matière condensée. CryoConcept se spécialise aussi beaucoup dans ce qu'on appelle la bolométrie, qui est la recherche en matière noire, mais également un marché qui émerge, qui est l'informatique quantique, pour lequel CryoConcept a notamment récemment vendu des dilutions pour le projet QCube ici à Grenoble. Voilà, donc CryoConcept également a vendu plus de 120 systèmes, enfin 120 dilutions dans le monde, qui sont en opération un peu partout. Et nos points forts, c'est qu'on a notamment une très bonne expertise sur la réduction des vibrations de nos systèmes. On a les meilleurs taux de vibration qui existent, ce qui, pour les environnements ultra calmes dont ont besoin les qubits, pourrait être un avantage par le futur. Voilà. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'1 an, CryoConcept est une filiale à 80% d'Air Liquide. Alors, je vais présenter Radial. Donc, Radial qui est basé aussi près de Grenoble. On a à peu près 3000 dans le monde et 1500 en France. Notre savoir-faire depuis près de 70 ans, c'est développer des solutions d'interconnectivité, radiofréquence, optique, pour interconnecter différents modules électroniques, différents sous-systèmes. Alors, j'ai présenté ici quelques exemples assez particuliers parce qu'ils représentent aussi le savoir-faire plutôt dans le haut de gamme de la connectivité. Donc, on ne fait pas des solutions, disons, de garage. On fait plutôt des solutions très demanding en termes d'environnement. Donc, comme par exemple des solutions dans les environnements de type imageur IRM ou des environnements de type spatial ou militaire. J'ai présenté quelques exemples de connectivité RF hyperfréquence, notamment des solutions extrêmement non magnétiques. Pour certains cas d'application, ça peut être intéressant pour les applications quantiques. Des mises en œuvre aussi de solutions électro-optiques. Donc, il y a des solutions qui mettent en œuvre la radiofréquence, mais également des solutions qui mettent en œuvre des solutions de type optique et également des solutions qui mettent en œuvre des micro-switches. Donc, on a développé notamment plus spécifiquement pour le marché des technologies cryo, les technologies quantiques en particulier, des solutions cryo-switch, donc qui fonctionnent très très bien à basse température et surtout qui ne génèrent très peu de chaleur. Donc TI2V, c'est une filiale de Télédine qui est donc une boîte de 10 000 personnes. Nous, on est 300 sur le site de Grenoble avec une partie sur les capteurs d'image et une partie plutôt semi-conducteurs. Donc semi-conducteurs, on a plusieurs lignes de produits. Celle qui nous intéresse, globalement, on a plutôt sur des marchés Aerospace and Defense avec lesquels on se retrouve bien avec Radial. Et donc, on a des capacités de design sur les convertisseurs de données rapides, donc ADCDAC ou CAN CNA en français. Et après, on a toute une partie aussi upscreen de composants divers et variés pour des environnements difficiles. Donc, et alors, on a également un autre point intéressant, c'est une ligne d'assemblage qui est capable d'assembler tout un tas de choses assez exotiques, ce qui pourrait peut-être être dans le futur intéressant parce que 4 millikelvin, c'est plutôt exotique. Voilà. Alors, je vais présenter très brièvement les produits de CryoConcept, parce que vu l'audience, je vais pas rentrer dans le détail scientifique de ce à quoi ça sert, mais en fait, comprenons un petit peu
pourquoi est-ce que les cryostats sont importants pour l'informatique quantique? Comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est qu'on a besoin de refroidir les qubits à très basse température. Et c'est pour ça qu'une des spécificités dont on a besoin, c'est notamment de connaître la puissance des cryostats. Généralement, on les donne à 20 millikelvin et à 100 millikelvin. Et ça, en fait, vous voyez, aujourd'hui, on est capable de produire dans des cryostats à dilution de l'ordre de 10 microwatts à 20 millika. Donc, c'est pour dire vraiment, on est capable, à très basse température, de dissiper des puissances qui sont vraiment infimes. Et là où ça pose problème, on va le voir tout à l'heure, c'est que quand vous multipliez le nombre de câbles dont vous avez besoin pour contrôler vos qubits, ces câbles apportent de la chaleur et plus vous allez avoir de câbles et plus votre système risque d'être limité en termes de puissance dont vous allez pouvoir disposer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les dilutions telles qu'elles existent, il paraît très compliqué de faire des ordinateurs quantiques qui aient plus d'une centaine de qubits. Quand on sait que, on le verra tout à l'heure, les roadmaps sont plutôt de l'ordre du million de qubits, donc il va vraiment falloir qu'on améliore ça. La deuxième chose qui est importante, c'est en fait l'espace expérimental dont vous allez pouvoir disposer, qui est ce que vous voyez ici sur la platine qui est la plus basse, qui est l'espace où on va être à 20 millikelvin. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que les qubits, ils ont quand même une certaine dimension spatiale, et donc plus vous allez vouloir avoir de qubits, et plus vous allez avoir besoin d'avoir un espace expérimental important. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose 3 tailles de cryostats, M, L, XL, qui font respectivement 30 cm, 40 cm, 50 cm de diamètre. Et évidemment, le sens de l'histoire, c'est qu'on va aller vers des cryostats de plus en plus gros, pour être capable de mettre de plus en plus de qubits dedans. Et enfin, dernier point que je vais présenter, c'est le temps de refroidissement. Puisque, en fait, quand vous êtes un chercheur, notamment, vous avez besoin de pouvoir caractériser vos qubits et vous avez des cycles de caractérisation de qubits. Donc, le temps de refroidissement, en fait, va être une composante importante puisque vous voulez faire plusieurs caractérisations par jour dans l'idéal. Donc, voilà, le temps de refroidissement des systèmes peut être un élément important. Dans la continuité de la présentation de Guillaume là, sur le focus sur l'ordinateur quantique, donc je fais aussi un focus sur le marché plus de l'ordinateur quantique du point de vue de Radial. Comme vous l'avez compris, on a un savoir-faire sur la connectivité en général, et plus particulièrement sur le marché du quantique. On a été sollicité, on a travaillé conjointement avec des industriels pour développer des solutions plus spécifiquement sur ce sujet. Alors, on a travaillé avec des industriels et également avec des centres de recherche, des académiques. Et en particulier, vous voyez quelques exemples. Alors, certaines de ces figures sont des photos de mise en œuvre par nos partenaires, d'autres sont des photos plus générales. Mais vous voyez que les composants qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces machines très complexes nécessitent notamment des câblages 3D semi-rigides complexes, des switches qui sont capables de fonctionner à très basse température sans générer ou en générant quasiment pas de chaleur, des solutions de connectivité de plus en plus denses et qui ont des contraintes environnementales fortes, notamment en termes d'amagnétisme ou de contraintes électromagnétiques. Et donc, c'est tout ce savoir-faire qu'on est en train de construire et de co-construire avec nos partenaires industriels et académiques pour apporter des solutions pour la mise en œuvre concrète de l'ordinateur quantique de demain. Voilà, donc concernant les ADC-DAC, ils font donc l'interface entre l'unité de traitement et ensuite les signaux RF qui vont après interagir avec les qubits. Donc sur la photo, en fait, là-bas, c'est ordinateur Google ou un des ordinateurs Google. Donc les ADC-DAC qui sont vraiment ici. Donc à chaud, quoi. Il n'y a pas de. C'est pour l'instant, en tout cas, même si c'est la roadmap de l'ordinateur quantique d'aller plus, de déporter la génération du signal plutôt à froid. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est encore fait à chaud. Nous, on va dire pourquoi est-ce que les gens sont intéressés par les ADC-DAC de chez nous, c'est parce qu'on a une très grande bande passante instantanée, ce qui veut dire qu'on peut gérer beaucoup de fréquences, on peut générer les fréquences directement à partir du DAC. Il n'y a pas trop besoin d'avoir une électronique complexe analogique derrière pour faire des montées en fréquence. On peut directement générer le bon signal et aller interfacer avec le qubit. Alors, on va conclure ce tour de table avec la vision des 3 interlocuteurs. Voilà, alors tout à fait. Donc, en fait, comme je l'expliquais un petit peu, un des grands enjeux, vous avez ici les roadmaps que j'ai reprises d'IBM, de Google, de Newell et autres, qui partent tous sur l'idée d'avoir des gros ordinateurs quantiques avec jusqu'à potentiellement 1 million de qubits. Et comme je disais, en fait, ce nombre de qubits, il veut aussi dire, compte tenu des technologies actuelles, qu'on va avoir un nombre de câbles extrêmement important pour contrôler ces qubits, donc énormément de puissance à dissiper.
Et ça, pour la cryogénie, ça pose des problèmes à 2 niveaux de température. Le premier qui va être la température la plus basse, donc qui est celle autour de 10 millK ou 20 millK, et ensuite la puissance à 4 Kelvin. Donc 4 Kelvin qui est la température de l'hélium liquide, ou celle qui aujourd'hui dans les dilutions sèches est fournie par ce qu'on appelle des pulse tubes, des tubes pulsés pour obtenir ces températures-là. Et donc, l'idée, en fait, pour justement permettre de lever ce verrou que représente aujourd'hui la cryogénie, en fait, c'est de réutiliser des technologies qu'on connaît et qu'on maîtrise déjà, notamment la liquéfaction hélium, qui va devenir très intéressante pour la réfrigération à 4 Kelvin, dès lors qu'on part sur des systèmes qui ont beaucoup de besoins de puissance froide. Donc, par exemple, une des réalisations iconiques d'Air Liquide, c'est le projet ITER pour la fusion nucléaire, pour la fusion, où on est capable d'avoir une réfrigération qui est de 45 kW à 4 Kelvin. Donc, on voit qu'en fait, avec une puissance pareille, si on fait même un scale-up bête et méchant des ordinateurs quantiques actuels pour les passer à 1 million de qubits, avec une telle puissance, on est tranquille. Voilà. L'autre défi, ça va être donc sur la partie réfrigérateur à dilution, puisqu'effectivement, plus on va multiplier le nombre de qubits, plus on va avoir besoin de dissiper de la puissance à ces très basses températures, alors même s'il y a peu de puissance qui est globalement dissipée à ces puissances-là. Donc ça, pour ça, il y a 2 voies qui sont travaillées. La première, c'est d'améliorer en fait l'état de l'art du réfrigérateur à dilution, de travailler sur des solutions et de travailler en parallèle sur des solutions pour pouvoir aligner ces réfrigérateurs à dilution en série pour pouvoir produire de très grandes capacités de froid. Et ensuite, tout ça, ça s'insère dans une réflexion plus globale sur l'architecture globale en fait que pourrait prendre la cryogénie dans l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment penser aussi l'ordinateur quantique comme étant intégré vraiment à la cryogénie du système, puisqu'on pourrait envisager par exemple d'avoir un liquéfacteur, pour un très très gros ordinateur quantique évidemment, un liquéfacteur hélium qui va vous assurer une première descente en température à 77 Kelvin, qui pourrait d'ailleurs aussi au passage, si on pense à un ordinateur quantique comme étant couplé à un ordinateur classique, cet azote liquide pourrait aussi servir à refroidir l'ordinateur classique au passage, donc ça peut être intéressant. Ensuite, vous pouvez avoir donc la réfrigération hélium qui va vous permettre de descendre à 4 Kelvin, et même on travaille sur de l'hélium pompé qui en fait vous permet même de descendre à 1,8 K, ce qui peut être très intéressant justement pour les applications liées à l'informatique quantique. Et donc dernière brique du système à amener, c'est le réfrigérateur à dilution, que fait aujourd'hui CryoConcept. Donc là aujourd'hui, on est en train de travailler main dans les mains avec les équipes d'Air Liquide justement pour faire cette première interconnexion dilution et liquéfacteur hélium en vue de pouvoir alimenter des systèmes 1000 qubits. Alors, côté radial, pour la roadmap telle qu'on la voit sur la connectivité, on a compris que les enjeux étaient nombreux pour pouvoir accompagner la montée en puissance de ces machines, notamment en termes de densification. On va chercher à contrôler de plus en plus de qubits, donc il va falloir multiplier les voies. Et sans rentrer dans les détails de la liste qui est présentée ici, si on se focalise simplement sur les pictos qui sont présentés, les enjeux essentiels, c'est la densification. Donc, il faut être capable d'amener de plus en plus de liens RF ou de liens optiques au plus proche du QPU, du processeur quantique. Il va falloir intégrer, comme on l'avait évoqué précédemment, une approche aussi avec une réflexion multiphysique, donc de créer de la conception thermique, donc en intégrant des problématiques liées aussi au bruit des signaux. En intégrant aussi des approches qui visent à accompagner le scale-up par 2 approches qui sont le scaling, donc le fait de densifier, d'avoir davantage de qubits dans la machine, ce qui va très vite devenir compliqué quand on va atteindre des niveaux de qubits très nombreux. Il va falloir imaginer d'autres solutions pour apporter ces signaux de mesure et de contrôle. Et ce qui a été évoqué aussi précédemment, c'est le scale-out, donc être capable de grapper, d'agréger des ordinateurs quantiques de façon à les faire collaborer entre eux. Donc des startups néerlandaises notamment qui travaillent sur le sujet. Et évidemment, il faudra aussi qu'on intègre ces types de stratégies. Et enfin, ce qui nous paraît important dans la démarche et dans notre roadmap pour Radial, pour la connectivité, c'est d'être capable d'innover, de proposer des nouvelles solutions. Et ça passe forcément par le réseau académique et industriel qu'on est en train de consolider en France notamment, avec CryoConcept, avec Teledyne ici, et avec d'autres en France.
Et donc, alors côté Teledyne, on a une roadmap qui est plutôt drivée par les besoins en télécom et radar. Et donc, cette roadmap, c'est d'augmenter la bande passante des signaux et la bande passante des signaux qu'on peut générer. Et donc, mais sauf qu'on on va dire d'une manière opportuniste, on s'est rendu compte que c'était également intéressant pour les applications quantum computing. Et donc, après, on va dire, ça, c'était vraiment opportuniste pour nous de l'ordinateur quantique, mais suite à un peu aux discussions qu'on a pu avoir avec Laurent, avec l'Institut Néel, on est en train d'essayer de mettre en place, justement, de voir comment est-ce qu'on pourrait ajuster notre roadmap pour faire répondre aux défis des ordinateurs quantiques. Alors, je pense qu'à très long terme, vu que l'idée, c'est de générer le signal directement très proche du qubit, a priori, ça, c'est pas forcément exactement là qu'on irait. Mais par contre, ça, c'est pour un jour, 2028, 2030. Et donc, il y a 2021, 2022, 2023, 2024 d'ici là. Et en attendant, comment les gens font, c'est qu'ils ont justement des boîtes à l'extérieur qui permettent de générer tous ces signaux. Alors, avant d'atteindre la génération de signal au niveau à froid, il faut aussi, il y a déjà des problématiques de scale-up avec un nombre de qubits et un nombre de voies RF beaucoup plus élevé, avec des techniques de multiplexage, pourquoi pas pour interfacer avec beaucoup de qubits, avec moins de liens RF. Et donc, dans cette optique, alors on a toute une roadmap qui consiste à augmenter le nombre de voies RF avec laquelle on peut interagir. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des composants qui ont 2 voies. Demain, ce serait plutôt du 4 à 8 voies, et pourquoi pas aller encore plus loin. Et par contre, il y a aussi une autre dimension qu'on discute pas mal avec Radial, c'est celle d'avoir des composants qui intègrent une interface optique. Et dans l'idée de rapprocher, parce que si on reprend la photo de l'ordinateur quantique de tout à l'heure, on voit qu'entre la génération du signal RF et juste l'entrée de l'ordinateur quantique, il y a peut-être 2 ou 3 mètres de câble RF. Donc là, en termes d'atténuation, c'est pas génial. Et donc l'idée, ce serait de déplacer, pourquoi pas, la génération du signal beaucoup plus proche et de sortir sur fibre optique après aux fibres optiques numériques. Donc pas de perte analogique, plutôt de pertes numériques, mais qui sont quand même beaucoup moins importantes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a fini un peu là pour les présentations. Donc, vous avez eu un panorama qu'on pense assez représentatif. On va passer simplement à une séance de questions là, pour le quart d'heure qui reste. Donc, je ne sais pas si Nathalie, Olivier, tu veux peut-être démarrer? Je tiens le micro. Ouais. Juste une petite question. Est-ce que vous pouvez élaborer sur les collaborations à la fois entre les fournisseurs de technologies habilitantes et entre vous et les créateurs de qubits? Comment fonctionne l'articulation de l'ensemble, notamment dans la mesure où tous ces systèmes sont liés à des contraintes diverses et variées. Il faut essayer de voir un peu quelles sont les contraintes des uns des autres et comment vous conciliez tout ça. Mais je pense, je vais commencer par prendre la parole. Aujourd'hui, on est en train de commencer à mener cet exercice justement avec notamment CryoConcept, Radial et d'autres comme Atem sur la partie câblage. Parce qu'aujourd'hui, CryoConcept, on est très fort pour fabriquer des cryostars, mais tout ce qui est contrôle RF, etc., c'est pas des choses qu'on maîtrise, c'est pas notre cœur de métier. Et donc justement, le plan quantique là nous donne l'opportunité de commencer à structurer un projet qu'on a baptisé projet CryoLink pour Quantum Cryogenic Link, et dans lequel on va essayer de pouvoir caractériser les différents types de câblage qui existent aujourd'hui en milieu cryogénique, et ensuite commencer à travailler sur la génération d'après, donc comment faire un câblage plus dense, comment faire un câblage moins gourmand en énergie, etc., etc. Pour compléter ce que vient de dire Guillaume, donc c'est un projet qui se construit autour d'un certain nombre d'acteurs, notamment des startups donc dans le domaine de l'ordinateur quantique, pour justement nous aider à bien spécifier le besoin. On travaillera aussi notamment avec les SNRS NEL et le CEA-Leti sur ces sujets, pour vraiment intégrer toute la chaîne de valeur et toutes les problématiques qui sont liées à la construction de ces nouvelles machines, avec un regard aussi attentif à l'évolution de la cryoélectronique, qui sera un déterminant majeur sur l'évolution des systèmes de câblage
et avec donc un écosystème, un consortium qu'on présentera, je pense, prochainement. Et ouais. Donc c'était côté voilà, donc on est en fait en discussion on va dire informelle aussi avec Néel, avec Tristan Meunier, avec Radial, et donc je pense c'est vrai que c'est le travail de prendre en compte les besoins, de voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans nos roadmaps. C'est un travail qui est assez long et je pense qu'il y a aussi l'aspect comme prendre en compte les besoins et aussi prendre conscience du marché qui est derrière, parce que voilà, on arrive sur des problématiques industrielles, donc potentiellement des investissements assez conséquents, et du coup c'est un travail qui se fait progressivement, je dirais. Je voulais juste faire un commentaire et poser une question. Par rapport à la question d'Olivier, je voulais souligner le rôle important des pôles de compétitivité, minalogiques ou systématiques, dans la mise en relation avec des acteurs, des technologies habilitantes, avec les fournisseurs de QPU, les intégrateurs, etc. Puis on a bien vu le rôle dans le projet que vous avez cité, CryoLink. Ça, c'était le commentaire. Et la question, j'aurais bien aimé avoir des éléments sur vos concurrents dans ce domaine. Où est-ce qu'on est placé, la concurrence en Europe, aux États-Unis, où on se positionne dans ce domaine? Je peux commencer là aussi. Donc, nous, notre concurrent principal, c'est Blueforce, qui est une société basée en Finlande et dont vous pouvez voir souvent les cryostats lorsqu'on montre une dilution. Il y a régulièrement marqué Blueforce dessus. Et Blueforce, en fait, là-dessus, je dois reconnaître, a fait un très bon travail justement d'intégration de toute la partie câblage et a récemment annoncé un partenariat avec Linde, donc sur justement le couplage de la liquéfaction hélium avec la réfrigération par dilution pour essayer de réfléchir au quantique large scale. Donc par rapport à ça, nous, c'est pour ça qu'on apporte plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est travailler sur la partie câblage au travers de d'autres acteurs qui ont ces compétences-là aujourd'hui et qu'on n'a pas forcément en interne. Et la deuxième chose, c'est qu'on pense que notre approche intégrée Air Liquide Cryo Concept, qui fait qu'on n'est qu'une seule entreprise, nous permet d'attaquer plus en profondeur les problématiques industrielles, les problématiques également de partage de technologies, puisqu'aujourd'hui on n'a aucun problème à partager du coup tout ce qui est brevet, savoir-faire, etc. Entre Air Liquide et Cryo Concept pour aller plus vite sur ce sujet-là. Alors je parle que de la partie cryogénie. Ouais, voilà. Peut-être compléter sur la partie pôle, puisque la question a été posée de la participation, du support des pôles dans nos démarches pour consolider l'écosystème entre industriel et académique. Donc par rapport au projet CryoLink sur lequel on travaille depuis quasiment le début de l'année, savoir que donc Atem, porteur du projet, a pu présenter ce projet à plusieurs pôles, dont Minalogic tout dernièrement, afin d'avoir le support technique, l'accompagnement dans la proposition de valeur et la structuration entre industriel, académique, et pour à la fois s'intégrer de la manière la plus efficace dans le cadre du plan quantique, mais également envisager peut-être d'aller sur d'autres types de guichets, type IDEMO, pour accompagner nos développements, qui nécessitent effectivement des moyens. Ouais, pour rebondir sur la partie pôle, on voit aussi juste notre présence à tout être aujourd'hui, qui est aussi due. Merci Hervé et merci Thierry. Et donc vous animez un peu c'est des groupes de travail informels, quoi, mais qui aboutissent aussi à des présentations qu'aujourd'hui et qui nous permettent aussi de lancer des discussions avec les chercheurs. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, quoi. Ça nous permet d'anticiper assez en amont les choses, c'est bien. Oui, je vais rebondir là-dessus parce que tout à l'heure, tu as parlé d'un marché un peu opportuniste sur les convertisseurs analogiques digitaux. Et pour moi, un début de la journée, justement, et ça c'est un rôle d'épaule, c'est vous aider à transformer peut-être une opportunité, presque un coup de chance que vous avez eu à un moment donné en un marché pérenne. Et là, pour moi, une journée comme aujourd'hui, c'est l'occasion justement de vous mettre en lien avec des gens, puisque ici, on a des gens de tous les métiers, pour voir ce qui vous manque aujourd'hui, pour avoir une roadmap à peu près claire et donc quelque chose d'un peu plus pérenne. Et donc ma question, elle est simple pour vous trois. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous manquent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de fabricant d'ordinateurs complet en France. Alors peut-être Philippe nous dira des choses, mais voilà, les intégrateurs d'ordinateurs sont plutôt aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui vous manque pour
pour faire une roadmap à peu près claire? Alors déjà, on peut dire qu'on vend aussi des choses aux États-Unis. Donc, c'est quand même la course dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment une course mondiale avec les Chinois, les Américains. Beaucoup de monde investissent énormément. Après, je pense que nous, clairement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'un côté des spécifications techniques à tenir. Donc ça, c'est un premier aspect. Là, on commence à avoir une bonne vision grâce à toutes les discussions. Le deuxième, c'est qu'après, c'est quand même assez concurrentiel. Alors nous, vous parliez de la concurrence, donc sur vraiment la convertisseur analogique numérique, donc les gros acteurs, hein, c'est Texas Instruments, Analog Device, Xilinx avec le RF-SOC. Donc c'est pas des petits acteurs. Et alors nous, notre porte d'entrée, voilà, c'est la bande passante analogique extrêmement élevée qui est un peu notre différenciateur, pour reprendre, je ne sais plus qui parlait de marketing tout à l'heure, mais voilà. Et donc ce qui nous manque, c'est peut-être d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on peut apporter de plus pour être différencié et avoir confiance d'aller sur ce marché sans se faire derrière. Pour avoir un différenciateur qui puisse se tenir un petit peu dans la durée, quoi. Alors, je crois que Olivier avait dit tout à l'heure qu'il fallait être humble. Donc, en particulier sur les roadmaps, je pense qu'il faut être très prudent. Donc, toutes les roadmaps qu'on peut voir, les analyses de marché avec les exponentielles sont à prendre toujours avec des pincettes, évidemment. Nous, on se projette sur un marché effectivement, qui a un fort potentiel, dont on ne sait pas mesurer encore l'ampleur, à part lire lire des courbes exponentielles dans les différentes publications. Il faut lire ça avec un filtre effectivement prudent. Néanmoins, je pense qu'au-delà des roadmaps qu'on peut consolider, il faut être très agile, il faut être capable d'interagir très souvent avec notre écosystème local. Si on peut le faire aussi avec l'écosystème mondial, mais c'est bien évidemment plus facile de s'interagir et de construire des collaborations et d'intimité technique avec nos partenaires en France ou en Europe. Et il faut profiter de ça pour construire une offre qui ait du sens, qui soit valorisable. Et notamment, je pense qu'il faut être conscient qu'on a tous dans nos différents métiers, que ce soit TD&NEV dans le domaine des ADC-DAC, Cryoconcept dans le domaine de la réfrigération ou Radial dans l'interconnectivité. On est tous quelque part des champions dans nos domaines. Il faut être conscient de nos savoir-faire et notre agilité à innover. Et à partir de là, en interagissant très régulièrement et en construisant ces intimités, je pense qu'on peut être assez confiant sur l'évolution du marché et le fait qu'on pourra valoriser des efforts et nos savoir-faire. On a de réels atouts, je pense, en France pour ça. Grégory Golf, Société Athème, pour compléter en fait un peu votre question et nos besoins. En fait, le vrai sujet, ça va être de pouvoir aussi scaler et de pouvoir aller à l'international. C'est-à-dire, ça va pas être la même chose pour un Radial qui est bien présent sur l'international que comme une PME comme la nôtre qui s'appelle Athème, où là, clairement, aller à l'international et aller taper les géants de l'informatique, ça va être très compliqué de pouvoir les intéresser. Et là, on aura beau développer quelque chose France, ça suffira pas parce que le marché est mondial et donc là, on aura clairement besoin de relais et puis aussi de fonds. C'est-à-dire que voilà, tous les sujets de renforcement des fonds propres pour aller adresser ces sujets vont être forcément au cœur du sujet pour être en capacité d'être les premiers. Parce qu'en fait, pour le moment, la lecture, c'est faut être les meilleurs technologiquement pour pouvoir espérer gagner et être présent sur le volet international. Donc en France, c'est très bien, on développe de la R&D et c'est vraiment super. Mais à un moment, ça ne suffira pas, parce qu'il faudra être en capacité de porter ce qu'on aura développé à l'échelle internationale et pouvoir finalement gagner les marchés. Donc là, c'est vrai que là, il y a un vrai sujet qu'il faut prendre dès à présent en compte pour demain exister après tous les efforts de R&D qu'on aura fait et qu'on va lancer dans nos projets respectifs. Très bien. Donc ça, c'est un problème dont on parlera peut-être plus cet après-midi sur comment permettre aux petites structures comme les vôtres, effectivement, d'avoir un rayonnement à l'international. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, d'accord. Alors, je crois que je suis la première femme à prendre la parole aujourd'hui. Hein, on est 11 heures.
C'était une question sur le recrutement dans ces métiers qui sont émergents. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez à Grenoble? Est-ce que vous recrutez plutôt des gens qui viennent de notre écosystème local? Est-ce que vous avez besoin d'aller à l'international chercher des talents? Est-ce que vous trouvez les talents qu'il vous faut? Non, ouais, alors la question du recrutement, effectivement, c'est donc question délicate. Alors nous, c'est vrai qu'on recrute pas mal sur Grenoble aussi, mais c'est vrai que c'est quand même chaque recrutement est une aventure, on va dire. Alors moi, je suis pas sur Grenoble, donc je sais pas si ça compte. Mais non, en termes de recrutement aujourd'hui, alors CryoConcept est en train de grossir, hein, du coup, notamment depuis l'acquisition d'Air Liquide, parce qu'on est en train de mettre des moyens justement pour industrialiser nos procédés, pouvoir les développer, puis faire les efforts de recherche et de développement qui conviennent. Mais aujourd'hui, pour cet appel à compétences, on passe déjà essentiellement sur la partie cryogénie par tout ce qui existe dans le groupe, hein, puisque, et également nos partenaires extérieurs, donc CNRS, CEA, pour tout ce qui est l'expertise en cryogénie. Voilà, donc on est en interaction avec eux. Pour le moment, il n'y a pas non plus énormément de recrutement, mais CryoConcept est une entreprise de 20 personnes. Donc en même temps, ça s'explique aussi. Alors côté Radial, on a en France 90% ou 80% de l'activité R&D se fait en France, même si on exporte ça à 90%. Et en particulier, les centres d'expertise sont à Grenoble, enfin à Centrale, près de Borep. Et donc, on est sur cet écosystème, sur ce marché, ce bassin d'emploi. Après, ce que j'entends aussi dans la question, c'est est-ce qu'il y a des manques ou des spécificités, des expertises particulières qui manquent? Je pense que le côté thermique, physique, va être quelque chose d'important pour nous, pour Radial, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on adresse en partie, puisqu'on s'intéresse à des problématiques de couplage hyperfréquence thermique, qu'on a des savoir-faire sur des simulations pour comprendre des phénomènes liés à la puissance, mais pas sur les sujets liés à la cryogénie ou à des problématiques de thermique ou de thermodynamique très basse température. Pourtant, et puis des problématiques liées aussi aux matériaux, puisqu'on va avoir besoin de matériaux un peu plus exotiques à mettre en œuvre pour assurer des fonctions mécaniques qui sont toujours compatibles de la fonction qui doit être assurée, mais en étant magnétique, etc. Donc il y a probablement des savoir-faire en termes de matériaux, en termes de thermodynamique, qui vont être importants à développer. Moi, je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, ça me fait penser à autre chose. C'est qu'effectivement, on a beaucoup de mal chez CryoConcept à recruter et ou former des gens qui savent ce que c'est qu'un réfrigérateur à dilution ou savent utiliser un réfrigérateur à dilution. Donc voilà, forcément, ce genre de profil, c'est aussi des choses qui, voilà, ça fait partie des besoins et qui sont aujourd'hui durs à trouver sur le marché. Donc je crois que ce problème de recrutement, on l'a identifié en organisant la journée comme un vrai verrou. D'où la session qu'on aura cet après-midi sur le verrou de la formation, à la fois en formation initiale et également en formation continue, pour lequel on estime qu'il y a vraiment un gros effort à faire. On en reparlera cet après-midi. Je crois qu'on est à peu près au bout de notre session, sauf s'il y a encore une question pour nos invités. Merci de vos présentations. Moi, j'aurais aimé comprendre à quel point le quantique est une locomotive ou pas dans vos roadmaps et dans votre R&D, parce que vous avez évoqué des projets comme ITER, vous avez évoqué la cryoélectronique, il n'y a pas que du quantique là-dedans, il y a du spatial, il y a plein de choses. Le quantique, c'est la locomotive, une des locomotives, ou c'est le wagon qu'on raccroche parce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, en ce qui concerne Air Liquide, aujourd'hui, le quantique, ça s'inscrit dans une vraie stratégie globale, en fait, au même titre que l'aviation hydrogène, par exemple. Hein, c'est les deux gros chevals de bataille en ce moment de l'entité Global Markets and Technology qui gère les projets un peu à échelle mondiale. Et en fait, cette stratégie sur le quantique pour Air Liquide, elle se structure, donc on l'a vu, autour de la technologie cryogénie, mais comme je disais, il y a aussi une autre molécule qui est très importante, qui est l'hélium-3, qui est une molécule aujourd'hui extrêmement rare. Hein. On parle d'une molécule qui est à 2500 € le litre. Et Air Liquide, justement, pour sécuriser ses approvisionnements, vient de signer un accord sur 20 ans avec une société canadienne pour approvisionner l'équivalent du tiers du marché mondial en hélium-3 pendant les 20 prochaines années. Voilà, donc en fait, il y a vraiment une stratégie long terme qui est déployée et avec des moyens significatifs et des engagements concrets.
Alors, aujourd'hui, la principale source, c'est la décomposition nucléaire du tritium, donc qui provient essentiellement des têtes nucléaires. Et en fait, là, l'accord qui vient d'être signé, c'est auprès des réacteurs canadiens de type CANDU, qui produisent de l'eau lourde tritiée, qui, elle, se décompose également en hélium-3. Voilà, donc l'idée aussi, c'est qu'on souhaite arrêter d'utiliser l'hélium-3 de source militaire pour repasser sur une source civile. Je vais enchaîner pour Radial. Donc, le marché des technologies quantiques, pour Radial, c'est un marché nouveau, hein, mais qu'on a intégré depuis 2 ans, comme un marché parmi d'autres, parmi les marchés plus traditionnels de Radial, qui sont l'aéronautique civile, le militaire, le télécom, l'instrumentation, le spatial. Donc, est apparu un nouveau marché, le marché des technologies quantiques. Est-ce que c'est une locomotive? Aujourd'hui, ça reste un marché naissant, donc qui ne génère pas un chiffre d'affaires très important, mais dont le potentiel est important. Et c'est une locomotive technologique, c'est sûr, puisque les enjeux technologiques sont assez challenging. Il faut vraiment innover. Et on espère que ça pourra être aussi une locomotive commerciale à terme. Et ouais, donc sur Télédine, nous on était plutôt du côté opportuniste, comme on discutait tout à l'heure, et on est dans la phase d'essayer de bien comprendre ce marché, et sachant que le paysage concurrentiel est assez quand même aussi chargé, et donc d'essayer de voir comment ajuster notre roadmap pour en faire justement une locomotive. Merci beaucoup, Thierry. Oui. Je vais juste conclure. Merci à tous les trois. Je pense que c'était un beau panorama de chouette savoir-faire. D'abord, je pense que vous avez bien montré aussi l'aspect un peu pluridisciplinaire. Le fait qu'il faut interagir, il faudra interagir de plus en plus, même si c'est en général un passage obligé, l'innovation. Et j'aurais juste délivrer un message pour finir. Je pense que les technos habilitantes, hein, c'est une très belle façon de démarrer en info quantique. Parce que c'est souvent des technos classiques, hein, et il faut quand même le reconnaître. Les qubits ont un petit côté un peu intimidant. La mécanique quantique, elle est drapée dans une certaine aura qui peut faire peur. Les technos habilitantes, elles sont absolument indispensables. Elles sont à la base d'une pyramide dont les qubits seront la pointe ou le cœur. Et il ne faut vraiment pas que les gens soient intimidés par ça et qu'ils n'hésitent pas à se lancer. Et à force de faire des techno-habilitantes, d'aller dans les labos, les problématiques plus fondamentales, vous les comprendrez en faisant simplement. Donc, s'il y a bien un message à faire passer, c'est que même si vous ne comprenez pas ou vous ne vous rappelez plus trop la mécanique quantique, n'hésitez pas à faire des techno-habilitantes parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de place pour de l'ingénierie pointue, mais très classique finalement. Merci à tous. Merci beaucoup Thierry. Merci. Merci à tous.